Inge Kertaux-Davis, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour représenter HEC, et notamment sa partie innovation. C'est une notion, c'est un terme qui évolue beaucoup avec les années, qu'on associe à énormément de concepts, d'entreprises. Est-ce qu'il y a une définition, selon vous, qui permettrait de... Qu'est-ce que c'est l'innovation aujourd'hui, en fait ? Alors, vaste question. Je ne vais pas pouvoir répondre complètement à la question. Je pense qu'il y a des livres entiers qui sont écrits sur le sujet. Je peux vous partager un petit peu ce qu'on voit à HEC. HEC, on fait de l'innovation et de l'entrepreneuriat en fait depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas quelque chose de récent, un peu fancy. C'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'ADN. Depuis plus de 40 ans, nous avons un master en entrepreneuriat. Donc, la première chose que je dirais pour répondre à votre question, c'est l'innovation et l'entrepreneuriat est une constante. C'est-à-dire, vous allez avoir peut-être différentes formes d'innovation, différents entrepreneurs, mais c'est quelque chose qui dure dans le temps. La première chose qu'on peut constater. La deuxième chose qu'on peut constater, c'est que ça s'accélère avec les années, avec les étudiants qui veulent de plus en plus être entrepreneurs, travailler sur l'innovation, mais aussi notre environnement qui, évidemment, est changeant, vous l'avez dit, et qui a besoin d'innovation, qu'elle soit technologique ou de concept. Donc, tout ça, ça s'accélère, c'est ce qu'on voit. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui à accompagner plus de 500 startups par an à HEC, dans l'incubateur, et tout un écosystème qui accompagne tous ceux qui veulent entreprendre et innover. Alors, ce qui est original, peut-être, c'est qu'on associe souvent l'innovation à l'ingénierie. HEC est une très grande école de commerce, de management, etc. Qu'est-ce qu'on apprend? Alors, qu'est-ce qui s'apprend dans l'innovation? Souvent, on me dit on peut être entrepreneur sans apprendre. Évidemment, ma réponse est oui. Mais en fait, ce qui va vous aider quand vous apprenez des outils, des méthodes, vous allez pouvoir accélérer. C'est-à-dire vous allez grandir votre entreprise beaucoup plus rapidement et vous pouvez aller plus loin. Donc, je dirais ce qui s'apprend, c'est vraiment de la technique, de la méthode. Il faut quand même de la finance, il faut quand même du marketing, il faut une compréhension de business model pour développer son entreprise et son projet entrepreneurial. On dit souvent en fait qu'on accélère davantage les projets entrepreneuriaux et les personnes qui passent à l'incubateur HEC, on leur dit vous faites avec nous en 3 mois ce que vous aurez peut-être fait tout seul en 1 an. Est-ce qu'il y a des constantes? Par exemple, qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on apprend qu'il faut évoluer dans son concept, que l'idée de départ ne sera pas l'idée finale, qu'il faut être très prudent sur l'argent qu'on reçoit, qu'on ne reçoit pas? Est-ce qu'il y a quelques recettes comme ça, des grandes lignes, ou peut-être un principe que vous retrouvez dans cet enseignement? On retrouve clairement le premier projet, la V0, en fait, la première idée qu'il faut d'abord confronter au marché, au terrain. Donc la première chose qu'on va dire à nos étudiants, une fois qu'ils ont leur projet, c'est aller se confronter aux clients, au terrain, pour tester si l'idée est vraiment viable. On arrive donc à un deuxième stade qu'on appelle le MVP, pour essayer de commencer à voir s'il y a un potentiel pour grandir. Donc deuxième phase, on va avoir des programmes qui vont aider à détecter s'il y a du potentiel pour grandir. La dimension financière doit rentrer en considération après. C'est pas parce qu'on lève des centaines de millions d'euros qu'on va avoir une belle entreprise. C'est vraiment l'idée et la façon dont vous êtes capable de la scaler, de l'accélérer qui va faire la différence. Nous, on appelle ça un entrepreneurship path. On dit qu'il y a 4 stades un petit peu dans le développement d'une entreprise. Vous avez le start, là c'est l'idée, on apprend un petit peu les fondamentaux. Launch, on va twister un peu l'idée, voir sur le marché si elle est viable. Seulement ensuite, elle est éligible à l'incubateur. Donc on va commencer à faire la phase build pour essayer de l'agrandir. Et si vous avez des potentiels, ça va dans un accélérateur. Donc on dit de l'idée jusqu'à la licorne. On peut vous accompagner, mais avec des choses, des programmes qui sont assez différents en fonction du stade dans lequel vous vous trouvez. Alors HEC est une maison assez ancienne, enfin elle est née je crois à la fin du 19e siècle. Elle a formé des centaines et des centaines de chefs d'entreprise à travers les années. Est-ce que cette évolution, cette révolution vers l'entrepreneuriat a été difficile en France, d'après vous? Est-ce qu'elle a pris plus de temps qu'aux États-Unis ou ailleurs? Alors, la comparaison, je ne l'ai pas forcément. Je peux voir, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, à HEC, ça fait quand même plus de 40 ans, donc c'est quand même une certaine ancienneté. Je pense que l'école, depuis 1880, c'est
constamment un petit peu renouveler, innover elle-même d'ailleurs. Ce n'est pas le même modèle non plus qu'en fin du 19e siècle. Après, ce qu'on voit, c'est une accélération. Donc, encore une fois, ça fait plus de 40 ans, mais maintenant, on a le dernier baromètre démontré qu'à HEC, 25% des étudiants diplômés ont comme projet, leur premier projet professionnel, d'entreprendre. Donc là, on voit une grande accélération, on va dire, en faveur de l'entrepreneuriat versus d'aller dans le conseil ou dans la banque ou dans le marketing classique qu'on a un petit peu l'habitude de voir à HEC. Alors HEC est évidemment une école extrêmement tournée vers l'international, mondial. Les grandes universités, les grandes écoles françaises, finalement, enfin peut-être les américaines non plus, n'ont pas ouvert de campus à l'étranger comme on aurait pu le penser avec la mondialisation, avec l'irruption de l'Asie. Quels sont les avantages et peut-être les inconvénients d'avoir un campus unique en France? Est-ce que ça crée une sorte d'écosystème qui ensuite est profitable pour les étudiants dans leur vie future? Qu'est-ce qui est bien dans ce choix? Alors, il y a des écoles qui ont fait le choix d'essayer de commencer à faire des antennes à l'international. Ça n'a pas été le choix d'HEC dès le début, qui a eu cette idée que l'importance et l'essentiel se passe sur le campus à Jouy-en-Josas, à côté de Versailles. C'est un lieu où on accueille plus de 135 nationalités. Donc c'est un lieu fondamentalement divers, où les gens se rencontrent, créent des liens pour la vie d'ailleurs. Donc c'est le lieu qui est vraiment important pour nous, dans lequel on trouve tous nos enseignements, nos professeurs, nos recherches. On dit toujours à HEC, excusez-moi pour l'anglicisme, mais on think, on teach et on act. On va vraiment travailler ces trois piliers, la recherche, l'enseignement et l'action, et tout ça sur le campus. Donc ça, on le fait dans un lieu. L'international, après, est très, très important pour nous, d'accueillir les internationaux, comme je le disais, mais aussi envoyer nos étudiants à l'étranger. Donc nous n'avons pas fait le choix des campus, on a fait le choix des alliances stratégiques avec les meilleures universités dans le monde, donc ici notamment au Japon avec Tokyo University, mais aux États-Unis avec des universités comme Yale, ou alors en Allemagne, la TUM à Munich. Bon, un petit peu un réseau qui permet à nos étudiants de s'intégrer en fait dans les différents pays et de profiter plutôt du réseau des alumni localement installés avec l'université plutôt que d'avoir une antenne d'HEC. Donc c'est une expérience unique sur le lieu à Jouy-en-Josas et c'est se connecter aux meilleures universités du monde pour permettre à nos étudiants d'aller dans les pays et de se connecter localement aux écosystèmes. Voilà. Il y a quelques exemples, je crois, d'anciens élèves d'HEC qui ont fondé des licornes ou des startups. Est-ce qu'on peut en dire une ou deux, peut-être? Alors, il y en a une qu'on connaît, je pense, tous, au moins en France, parce qu'on l'a tous dans la poche. C'est Doctolib, qui a été créé par un HEC pour la prise de rendez-vous avec les médecins, qui a fait un travail assez extraordinaire, d'ailleurs, pendant la pandémie, puisqu'elle a permis de prendre les rendez-vous pour les vaccinations. Une autre licorne qui nous tient à cœur est Miracle, fondée par Adrian Nussenbaum, une plateforme B2B. Et pourquoi ça nous tient aussi à cœur? Parce qu'il est devenu donateur à la Fondation HEC. Il a créé un programme qui s'appelle Imagine Fellows pour permettre à des étudiants en zone de guerre de rejoindre HEC. Donc des entrepreneurs qui se re-engagent derrière pour des causes qu'on trouve juste incroyables. Donc c'est ça aussi les entrepreneurs licornes qui font du bien pour l'école et pour les futurs étudiants. Quelle est la part de l'Asie dans HEC aujourd'hui en termes d'étudiants? Est-ce que c'est de la part proéminente qu'on voit dans le reste de l'économie ou... Alors, sur les 135 nationalités, ça donne quand même un grand spectre de l'international. C'est à peu près un tiers aujourd'hui. L'Asie, ça dépend aussi un peu des programmes, évidemment, en fonction si vous êtes à la grande école ou MBA ou encore à l'Executive Education. Voilà, donc, mais c'est une grande partie, évidemment, de notre activité. Mais pas que. On y tient pour que ça reste divers sur le campus. Merci beaucoup. Merci à vous.